Et comme tous les jeudis avec Nicolas Boudot, bonsoir. Vous êtes conseiller en communication au cabinet Tilder. On va décrypter ensemble notre sondage Opinionway pour Tilder et LCI. Première question que nous vous avons posée, elle concerne cette idée qui fait son chemin au sein du gouvernement sur les allocations familiales. On réfléchisse de manière plus globale à une politique familiale efficace qui permet de conjuguer une fois encore éducation des enfants et travail, et que ça conduise à faire disparaître les allocations familiales pour ceux qui ont les revenus les plus élevés. Je vous dis très sincèrement, ça ne me choque pas. Alors, on va regarder vos réponses. Êtes-vous favorable ou opposé à la suppression des allocations familiales pour les personnes qui gagnent plus de 6 000 € par mois? La réponse est plutôt sans appel. Si on fait le total des très favorables ou plutôt favorables, 79% contre 19% seulement qui s'opposent, Nicolas, à cette possible réforme. C'est pas fait pour le moment. Oui, absolument. Résultat sans aucune espèce d'ambiguïté. Alors, il y a deux façons de lire le sondage. Il y a une vision ultra-marxiste en disant voilà, les riches n'ont pas besoin d'avoir d'allocation familiale. En plus du reste, ils sont déjà riches. C'est pas, je crois, comme ça qu'il faut le lire. C'est plutôt une nouvelle approche dans la politique française qui est liée à ce gouvernement. Plutôt que d'opposer la liberté à l'égalité, là, il parle d'équité. C'est le cas pour l'ISF et c'est le cas pour cette proposition qui sera très difficile à mettre en œuvre pour des raisons constitutionnelles, mais je les mets de côté. Il parle d'équité et quand Bruno Le Maire parle d'équité en disant voilà, ça ne me choque pas qu'une partie de la population qui a déjà les moyens ne touche pas d'allocation familiale ou en touche moins, on est là vraiment exclusivement dans l'équité et ça fonctionne. L'opinion publique les soutient. Maintenant, il faut quand même considérer que cette annonce-là, elle est venue à un moment politique où... Un moment politique très précis. Il y avait le concours Lépine des annonces pour montrer que ni le président de la République, ni le gouvernement ne mènent une politique pour les riches. Oui, c'est ça. Il faut décoller l'étiquette exactement, de président des riches et gouvernement des riches. Et tout le monde s'y est mis. Ça tombe plutôt opportunément, cette réflexion. Oui, c'est une réflexion. En l'occurrence, c'est un député, Olivier Véran, qu'on est bien ici sur LCI, député En Marche, qui a déposé cet amendement. Pour l'instant, le gouvernement réfléchit. Il y a une mission d'information qui va être créée sur cette proposition. Mais ce sondage est quand même très intéressant politiquement parce que le résultat est sans appel. Près de 8 Français sur 10 sont favorables. Et quand on regarde les positions partisanes dans le détail, par exemple, 60% des électeurs de François Fillon au premier tour de la présidentielle, au mois de mai dernier, sont pour la suppression des allocs familiales pour les personnes qui gagnent plus de 6 000 € par mois. Avant, à droite, c'était un tabou total. On considérait qu'on était dans l'universalité, depuis la création des allocs familiales, notamment après l'après-guerre, que tout le monde devait les toucher, notamment à droite, où on a une politique de la famille qui est très prononcée. Et bien là, on s'aperçoit que finalement, une partie de la droite, notamment autour de François Fillon, s'est plantée pendant la campagne, parce que les Français, une grande partie des Français, sont prêts à changer en profondeur certaines structurations de notre politique familiale ou économique, à condition qu'il y ait de la justice et que ça fasse bouger les choses. Chômage, emploi, on en parle tout le temps. Mais il y a peut-être quelque chose, je suis d'accord avec Nicolas, qui est en train de bouger. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé d'équité et pas d'égalité, parce que justement, comme l'a dit Renaud, quand on regarde le détail du sondage, c'est très net politiquement, il y a une forme d'unanimité, ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas d'opposition entre la liberté qui pourrait être de droite et l'égalité de gauche, si on se résume. Donc là, on est dans une forme d'équité. Une fois de plus, ce sera extrêmement difficile de revenir sur le principe d'universalité de ces allocations qui est garanti par le Conseil constitutionnel. Il faut travailler le dossier. Malgré tout, c'est un indicateur sur un changement de mentalité de l'opinion publique qui est, pour le coup, vraiment intéressant. Alors, séquence politique particulière, puisqu'il y a cette proposition, on l'a dit, qui commençait à faire son chemin. Et puis, hier, on en parle encore parce que ça fait encore l'actualité. Cette polémique après la petite phrase d'Emmanuel Macron, pas petite, la polémique sur le bordel et toute sa garde rapprochée est montée au front. Je crois qu'on peut être cultivé, parler comme les Français. Je pense qu'on peut aussi avoir l'objectif en politique, c'est le cas du porte-parole qui est devant vous, c'est aussi le cas d'Emmanuel Macron, d'arrêter la langue de bois et d'oser nommer les choses. Est-ce que c'est pas le risque, Nicolas, dans ce genre de situation, quand on veut justifier, quand on dit on peut être cultivé et parler comme les Français, est-ce que c'est pas encore pire qu'Emmanuel Macron qui dit plutôt que de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller voir s'il n'y a pas du boulot ailleurs? C'est pire parce qu'on peut prendre la phrase à contrario en disant les Français sont incultes et ils parlent comme des charretiers. Et il se met à leur niveau. Et donc il se met à leur niveau qui est nécessairement extrêmement faible. Non, dans ces cas-là...
comme ça a été dit Vous précédemment. qui êtes conseiller, êtes conseiller en communication, qu'est-ce que vous auriez conseillé à Christophe Castaner de dire plutôt que cette phrase un peu pour défendre le président. Est-ce qu'il est malheureuse? défendable, le président, dans ce cas-là? Oui, il est défendable parce que ce qu'il dit est juste. C'est-à-dire que fondamentalement, ce qu'il dit sur le fond est juste. Après, c'est la façon de le dire. La façon de le dire est choquante, mais elle est faite en toute connaissance de cause. Oui, mais comme vous dites, elle est choquante. Donc après, pour aller rattraper ça, elle est choquante parce que c'est le président de la République voilà. et qu'on est attaché à la figure un peu monarchiste ou monarchique du président de la République, du roi, qui ne doit pas s'abaisser à parler comme un charretier. Et il y a un risque de mépris. Mais pour autant, ce qu'il dit sur le fond est vrai. Donc la polémique, elle existe, elle est de nature politique, mais je pense que si on la mesurait du côté de l'opinion publique, on verrait qu'une très large majorité de Français soutiennent ce qu'il dit, parce que c'est la stricte vérité, mais c'est une stricte vérité macroéconomique. Et le problème, c'est que le dire, et c'est là où est la maladresse, le dire lors d'une visite sur une thématique, alors même qu'il y a des manifestations à l'extérieur, et pas n'importe quel manifestant, des gens qui sont concernés oui, par et puis des gens que le gouvernement sociale, est allé voir, des salariés que Bruno Le Maire a pris dans ses bras chez GMS, oui, qui se sont battus pour leurs emplois. C'est un dossier très compliqué, et effectivement, ça a été perçu comme très violent. L'Élysée, on le rappelle parce qu'on l'a appris ce soir, en tout cas l'entourage du président de la République, estime qu'il assume tout sur le fond, que certes, il n'aurait pas dû employer ce mot parce qu'il est sorti publiquement, mais que le président de la République considérait qu'il s'entretenait en privé avec Alain Rousset, qui est le président de la Nouvelle-Aquitaine. Et l'Élysée assume sur le fond, mais regrette l'utilisation de ce mot familier, entre guillemets, mot familier. Qu'il n'aurait pas utilisé dans un discours, mais qu'il s'autorise. C'est ce qu'on comprend aussi entre les lignes, dans une discussion hors caméra. Officieuse, pour reprendre les mots du communiqué Élysée, dans une conversation officieuse. Le problème, c'est qu'en 2017, comme en 2007, comme depuis quelques années, il n'y a plus d'officieux quand vous faites un déplacement et que vous êtes président de la République. Vous êtes suivi en permanence par la presse. Ou alors, vous êtes à huis clos et vous rencontrez des salariés ou, en l'occurrence, un président de région à huis clos. Mais quand vous êtes président, vous savez qu'il y a des caméras partout. Mais là, surtout, on les voit, les caméras. Mais bien sûr, Oui, mais on ne peut pas soupçonner un micro mal fermé. Mais il se lâche, Emmanuel Macron, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il se lâche, et dans ce cas-là, il est en colère. Parce qu'il sait très bien, cet après-midi-là, que sa visite, elle est gâchée. Parce qu'il a vu, il a entendu, lui, les manifestations. Il a vu que les CRS n'étaient pas loin. Et il se dit, au fond de lui-même, mince. On fait un déplacement sur la formation, ils viennent manifester à 200 mètres pour essayer de me rencontrer alors que mon ministre les a vus, ils vont me gâcher ma journée, et là c'est sa colère froide qui explose avec cette phrase. Mais c'est lui qui parasite aussi le message qu'il était venu apporter. Le message qu'il était lui-même venu apporter. C'est toute la difficulté, quand on est président de la République, d'avoir un discours qui est global et universaliste, donc macro, et de parler là face à des gens qui sont sur des questions et des questionnements qui sont micro, qui sont ultra personnels. C'est toujours ce qu'on a vu quand un président de la République a voulu parler aux Français en tête-à-tête. Il y avait toujours cette opposition entre une vision globale et générale, donc politique, et le cas particulier de chacun. C'en est un exemple supplémentaire. Nous vous avons posé une deuxième question et on reste toujours un petit peu autour de cette thématique, oui. Président des riches ou pas, Emmanuel Macron. Elle concerne la réforme de l'impôt sur la fortune. Regardez, avec cette copie qui pourrait être revue, c'est porté par les députés La République En Marche, pour taxer d'une manière ou d'une autre les signes extérieurs de richesse. Alors voici les résultats pour savoir si cela changerait finalement la vie. On sait les Français plutôt défavorables à la réforme de l'ISF. Et bien dans ce cas-là, si il y avait réforme et taxation, mais on arrive à un chiffre, 56%. Si on fait le total, 56%, plutôt favorable finalement à la réforme. Mais c'est exactement la même chose, c'est une fois de plus de l'équité. Alors après, on peut discuter sur le fond de la réforme, parce qu'il y a vraiment une volonté manifeste du gouvernement de bien montrer que le président n'est pas le président des riches et que finalement, cette transformation de l'ISF ne va pas tant favoriser les riches que ça, en essayant d'imaginer des réformes compensatoire et un petit peu démagogique si on regarde les détails, parce que symbolique. Parce que je pense pas que personne n'ait un yacht, un hélicoptère ou un avion privé à titre personnel, mais plutôt appartenant à des sociétés. Mais si on referme la parenthèse, on voit que ces mesures d'équité qui démontrent que on peut mener une politique et mener des réformes sans toucher à l'investissement et sans faire fuir un certain nombre de Français, comme c'était le cas il y a 5 ans maintenant,
c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui peut être accepté. Et puis fondamentalement, c'est un message qui est délivré de la part du gouvernement qui dit en gros, le jour où vous payerez l'ISF sur les sujets immobiliers, c'est que vous aurez peut-être réussi en partie votre vie, en tout cas que vous aurez réussi une partie de votre vie professionnelle. C'est un état d'esprit qui est en train de changer dans le pays avec les résultats de ces 2 sondages. N'empêche qu'il a fallu apporter un petit correctif. Oui, il faut apporter un correctif parce que le gouvernement s'attaque là, encore une fois, à un tabou. Un tabou, un totem, on l'a dit ici il y a 15 jours. Et il y a vraiment, dans ce cas-là, il faut le faire vraiment avec des pincettes. Et donc il faut effectivement, peut-être, même si c'est symbolique et que ça ne rapportera pas beaucoup d'argent, taxer ce qui apparaît comme, pour tout le monde, pour tout un chacun, un bateau de 45 mètres, des bolides, des bijoux incroyables. Et bien dans ce cas-là, en France, on a la passion d'égalité, il faut le taxer. Et pour revenir à ce qu'on disait et faire un lien avec ce qu'on disait sur le mot bordel, je crois que quand on s'attaque à de tels tabous qui n'ont pas été tranchés depuis 30 ou 40 ans et qu'on fait des réformes aussi profondes telles que veut les faire Emmanuel Macron et qu'on veut transformer le pays, franchement, c'est se tirer une balle dans le pied que de ne pas faire attention aux mots qu'on emploie. Alors effectivement, de temps en temps, on peut être en colère, même quand on est président de la République. Mais avoir ces petites phrases comme ça, qui en plus vont toujours un peu dans le même sens, c'est-à-dire la culture managériale, il faut que le pays se libéralise quand même. Depuis 4-5 mois, Emmanuel Macron, il est dans une politique pro-business, pro-entreprise. S'il avait une petite phrase assassine en disant quand même tous ces Français fortunés qui vont à l'étranger avec des mots un peu choquants, on dirait tiens, il y a un équilibre. Là, il n'y a pas d'équilibre. Renaud a raison, il ne faut pas réformer comme des bourrins. Voilà. Vous reprenez, vous aussi, formule, pas mal. Voilà. Peut-être qu'on peut se dire que c'est le mot de la fin, même si ce n'est pas le plus joli de la langue française. Merci beaucoup, Nicolas. C'est la formule du soir, oui, pour reprendre aussi les formules de Julien Arnaud. Merci, à la semaine prochaine, Renaud. Très bonne soirée à vous. Vous restez avec nous toute l'actualité. Nicolas, Boudot et Renaud. Et on se retrouve pour le journal de 22h.